Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie d'Alain de Benoît. Bonjour monsieur. Bonjour. Alain de Benoît, vous êtes philosophe, essayiste, une centaine d'ouvrages au compteur. Le dernier, le voici, Nous et les autres, l'identité sans fantasme, à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Justement, l'identité, vous dites qu'elle est proprement vitale. Sans identité, Oui. On n'est rien. Alain de Benoît, c'est ce que vous dites. C'est quoi la définition de l'identité, s'il y en avait une? Ça serait bien qu'on ait une sur laquelle tout le monde puisse se mettre d'accord. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Alors, je dis deux choses. L'identité, c'est vital. Si on n'a pas d'identité, on n'est rien. On ne sait pas qui on est, on ne sait par conséquent pas d'où l'on vient ni où on va. Et en même temps qu'elle est floue. Et qu'il y a une double erreur qui serait de croire que parce qu'elle est vitale, elle ne peut pas être floue. Ou à l'inverse, que parce qu'elle est floue, elle n'est pas vitale. Je crois qu'il faut penser les deux en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire flou? Ça veut dire que l'identité est toujours composite. Elle a toujours plusieurs facettes. C'est vrai sur le plan collectif, si vous interrogez. Dieu sait si nombre d'auteurs l'ont fait pour savoir qu'est-ce que c'est que l'identité française, l'identité européenne. Ben, on va avoir des réponses qui vont être très variées, parfois complètement contradictoires. L'identité personnelle, c'est pareil. Vous avez une identité d'état civil, vous avez une identité de langue, de naissance, vous avez une identité ethno-culturelle, vous avez une identité professionnelle, sexuelle, sociale, économique, éventuellement philosophique ou religieuse. Toutes ces facettes ne s'harmonisent pas nécessairement entre elles. Et surtout, ce qui est le plus important, vous ne leur donnez pas forcément la même importance. Donc là, vous arrivez sur un problème tout à fait classique, qui est que d'un côté, il y a l'identité objective, et puis il y a l'identité subjective, c'est-à-dire la façon dont vous la percevez. C'est l'identité innée, l'identité acquise? Oui, aussi, mais il ne faut pas croire que l'identité innée ou héritée est plus importante que l'autre. Je donne souvent cet exemple. Quelqu'un qui donne sa vie pour ses convictions, politiques, religieuses ou autres, il donne sa vie pour une identité acquise. Non, c'est surtout cet aspect subjectif qui est important, parce que c'est à partir de là qu'on détermine les proximités, les affinités, les préférences. S'il y a une facette de vous-même qui est vraiment, à vos yeux, très déterminante, ben vous allez recruter vos connaissances et vos dilections dans un milieu particulier. C'est ce flou de l'identité qui fait qu'aujourd'hui, on a une véritable hystérie à chaque fois qu'on prononce le mot identité, dans les médias notamment? Ben, il faut voir d'abord que le mot identité est rentré dans le discours public, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. Pourquoi? C'est tout à fait naturel. Dans les sociétés relativement traditionnelles, l'identité ne fait pas de problème. Les gens savent très bien ce qu'ils sont, quelle est leur place dans la société. Dans la société moderne, ça se brouille, pour toute une série de raisons, de déracinement, de brouillage, et ça s'accélère. C'est-à-dire que nous sommes confrontés aujourd'hui à une sorte d'idéologie diffuse qui milite pour ce qu'on pourrait appeler l'indistinction. L'identité suppose toujours qu'on distingue les parents et les enfants, qu'on distingue les citoyens et les non-citoyens, qu'on distingue les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a tout ce phénomène de brouillage. De surcroît, les institutions sont toutes plus ou moins en crise. C'est surtout le cas en Occident, ce que vous dites. Bien sûr, bien sûr. Non, moi, je n'écris pas sur les îles Fidji. Donc, il y a une disparition de plus en plus grande des repères, ce qui explique que la montée à la fois des troubles de l'identité, les psychologues reçoivent tous les jours des gens qui souffrent de troubles de l'identité, et puis la place que les revendications identitaires ou contre-identitaires prennent dans le débat public qu'on évoquait à l'instant. Est-ce que vous pensez que les troubles de l'identité sont davantage prégnants dans les États-nations de l'Union européenne qu'aux États-Unis? Je dirais peut-être surtout dans les pays de l'Union européenne. Les États-Unis sont un continent à eux seuls,
On peut être parfaitement américain sans avoir entendu parler de tout ce qui se passe ailleurs dans le monde. Hein. The rest of the world, c'est terra incognita. Ce sont des gens qui, pour la plupart, ne savent même pas situer l'Ukraine sur la carte. Par conséquent, bon, être américain, s'il y a un petit credo américain, c'est simple, relativement. Hein. N'exagérons pas. Dans les États-nations européens, bon, c'est là où il y a le maximum de brouillage. Faut pas oublier en plus que les États-nations modernes se sont construits souvent sur le jacobinisme, hein, surtout le cas en France, la centralisation, la centralisation, l'élimination progressive des dialectes, des langues, des cultures, des traditions régionales. Des corps intermédiaires, de tout ce qui pouvait faire obstacle entre l'individu et l'État. Alors bien entendu, à la place, c'est substituer une identité nationale, mais on voit bien aujourd'hui qu'elle craque un peu, et ça ne facilite pas les choses. Vous dites que la quête identitaire s'achève souvent en dépression, et vous l'évoquiez à l'instant en évoquant les travaux des psychologues. C'est quoi le résultat de leurs travaux à ces médecins quand ils reçoivent des gens dans le trouble de leur identité? Les médecins, d'abord, tout dépend à quelle école psychologique ou psychanalytique ils appartiennent. Ils essayent de fournir des repères, mais comme chaque cas est individuel, on va pas faire une description clinique. Simplement, ce qui est important, c'est de bien voir qu'ils sont confrontés à ce genre de problème. À ceux qui déclarent « je suis ce que j'ai décidé d'être », à ceux-là, vous leur répondez quoi, Alain de Benoist? Mais que le volontarisme a ses limites. Hein. C'est bien de vouloir être ce qu'on est. C'est déjà beaucoup. Mais décider d'être ce que l'on n'est toute évidence pas, c'est évidemment un peu plus compliqué. On arrive sur l'exemple classique du transgendrisme, gendérisme. Hein. Si vous êtes un homme, vous voulez être une femme, pourquoi pas, mais on peut aussi vouloir être une vache laitière ou un canari, ça posera des problèmes. Hein. Ce qu'on appelle aujourd'hui aussi le xénogenre. Oui, mais vous pouvez de toute façon vous hormoner, vous charcuter à votre aise. En dernière analyse, vous serez toujours porteur d'une paire de chromosomes sexuels qui sera de type XX ou de type XY, tout simplement parce qu'il n'y a que ces deux-là qui existent dans la réalité. Hein. Mais c'est une caractéristique tout à fait typique de la modernité que de croire que rien n'est hérité, que tout résulte de... Tout est une construction sociale. L'idéologie libérale joue un très grand rôle de ce point de vue-là, puisque sa conception anthropologique met en scène un homme qui est censé déterminer par ses choix rationnels les meilleures manières de maximiser son intérêt, sans être jamais déterminé, influencé par ce qui est en amont de lui-même, c'est-à-dire ses appartenances, son héritage, fût-ce d'ailleurs pour s'en distancer. Hein. C'est comme les gens qui se prétendent citoyens du monde et d'être de partout et de nulle part. Il suffit de voir ce qu'il en est, on voit bien qu'ils parlent toujours de quelque part. Pourquoi vous dites, Alain de Benoist, que la société de marché, au fond, souhaite des individus indifférenciés? Parce que les individus interchangeables sont des consommateurs beaucoup moins exigeants que les citoyens. Pourquoi? Parce que le système capitaliste met à leur disposition toute une série de marchandises qui vont être à la mesure de leurs désirs ou de leurs besoins ou de leurs désirs transformés en besoins. Une société qui fabrique des consommateurs beaucoup plus qu'elle ne fabrique de véritables citoyens qui auraient des exigences dans d'autres domaines que le domaine de la marchandise. L'indigénisme, dites-vous, apparaît comme un excellent moyen de détourner l'attention de l'exploitation des hommes par le système capitaliste. Est-ce que ces indigénistes, pour vous, ce sont en quelque sorte les idiots utiles des grands patrons? Vous savez, Marx disait déjà que l'immigration était l'armée de réserve du grand patronat. Hein. Donc la problématique n'est pas tout à fait nouvelle. Dans le cas de l'indigénisme, c'est un petit peu différent. Ce sont des gens qui sont obsédés par la notion d'appartenance ethnique, par la notion de race,
En même temps, d'ailleurs, qu'ils affirment que les races existent sans exister tout en existant, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait des réalités biologiques, mais que ce sont des constructions sociales, mettant ainsi les pieds dans un embrouillamini dont ils n'arrivent pas à se sortir. Mais quoi qu'il en soit, le fait de mettre l'accent avec autant d'insistance sur tout ce qui est de l'ordre de la race rend aveugle, évidemment, à d'autres facteurs d'oppression que ceux du prétendu racisme systémique et institutionnel dont il nous parle tant, c'est-à-dire la bonne vieille lutte des classes, le fait que les revenus du capital progressent plus vite que les revenus du travail, la précarité qui s'étend, et ainsi de suite. Est-ce que le problème de ces indigénistes, au fond, c'est pas de vivre, dans le cas de la France, dans un pays majoritairement de personnes blanches? Oui, majoritairement pour l'instant, parce que ça évolue vite, comme vous le savez. Mais oui, le problème, c'est l'état d'esprit dans lequel ils vivent cela. Quand on regarde toutes les sociétés multiraciales qui existent dans le monde, d'abord, on s'aperçoit que c'est pas très facile à gérer, que plus la société est hétérogène, plus il faut harmoniser des choses qui ne vont pas nécessairement de soi. Mais on voit également que les modèles de coexistence, d'intégration peuvent varier extraordinairement. Dans le cas de ces indigénistes renforcés par le wokisme, la théorie du genre et je ne sais quel autre calembredène, tout ce qui est, comment dire, je trouve pas le mot ici, tout ce qui est de l'ordre de l'exploitation sociale leur est étranger et les pousse surtout à refuser l'assimilation, ce qui en soi peut se concevoir, mais dans un esprit essentiellement de séparatisme ou de sécession. C'est-à-dire que dire « j'appartiens à une communauté que je n'ai pas à renier parce qu'elles sont mes origines », ça se passe très bien avec d'autres communautés, communauté asiatique, communauté tamoule, et pourquoi ne pas le dire aussi communauté juive, qui s'est parfaitement intégrée sans s'assimiler. Mais si vous décidez au contraire que votre identité est une manière de faire sécession, de créer une sorte de contre-État, de contre-culture, de contre-société, vous êtes dans une logique qui vous affranchit de la loi commune. Et s'il n'y a pas de loi commune, il n'y a pas de vivre ensemble. Est-ce que c'est le village global, au fond, qui rend tout le monde un peu cinglé? Le village global, il tarde quand même à se manifester. Vous savez, c'est comme la paix, c'est une belle idée, mais la guerre, c'est une réalité. Le village global dont on a beaucoup parlé, c'est une sorte d'amorce de gouvernance mondiale. Alors ça veut dire, dans le meilleur des cas, que d'un bout à l'autre de la planète, on est confronté à des problèmes qui souvent sont les mêmes ou qui exigent des interventions multilatérales. Mais en même temps, on voit les différences ressurgir. Et ce sont ces différences que les gens ne veulent pas voir. Regardez la façon dont, à gauche, on nie l'existence des races, tout en vous disant qu'il est très intéressant de se métisser, n'est-ce pas? Oui. Vous avez d'un côté une idéologie, je dirais, hybridationniste, qui veut un peu tout mélanger, puis d'autres qui vous dit qu'il n'y a rien à mélanger, puisque les races n'existent pas. C'est la schizophrénie, quoi. Absolument. Mais vous avez, et ça il faut peut-être le dire aussi, à droite, la même cécité volontaire quand il s'agit des communautés. J'ai entendu des gens de droite dire on ne devrait reconnaître aucune communauté. Exactement comme à gauche on dit on ne doit reconnaître aucune race. Au moment même où les races et les communautés, elles nous crèvent les yeux. Elles sont donc, il vaut mieux partir là encore du réel, de ce qu'on voit, plutôt que d'un devoir-être ou d'une idée qui relève du pieux souhait. Sur le métissage, on entendait, lorsqu'il était président de la République, Nicolas Sarkozy dire qu'il fallait faire du métissage le défi du XXIe siècle. Il promettait même lors de l'un de ses discours des méthodes contraignantes pour y parvenir. C'est quoi cette idéologie de forcer les gens à s'unir? C'est assez drôle parce que, d'abord, il aura été intéressant que Nicolas Sarkozy exposa les moyens contraignants auxquels il pensait.
Deuxième remarque, lui-même n'a pas vraiment donné l'exemple. Hein. Bon. Troisièmement, il faut aller au-delà de Sarkozy pour voir ce dont il s'agit. Nous sommes dans une société où, on le disait à l'instant, les repères disparaissent, mais où beaucoup s'ingénient à ce qu'ils disparaissent encore plus. Donc l'idéologie de l'hybridation, du mélange, pas seulement du métissage, n'est-ce pas, hein, de séparer la différence entre le masculin et le féminin comme quelque chose qui relèverait d'un cadre hétéropatriarcal totalement dépassé, vont dans le même sens, c'est-à-dire cette indistinction. C'est ce que j'ai appelé l'idéologie du même. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie du même? C'est cette idéologie qui pense que toutes les différences n'ont pas beaucoup d'importance, que dans certains cas, elles sont plutôt nuisibles parce qu'elles font obstacle à l'unification du monde. Cette idéologie pense que l'égalité ne peut être réalisée, au fond, que par la mêmeté. Le jour où les hommes et les femmes, par exemple... C'est l'androgynie pour tous, quoi. Oui, c'est la croyance que les hommes et les femmes seront égaux si plus rien ne les distingue. Moi, je crois au contraire qu'il n'est pas finalement possible que les hommes et les femmes soient considérés comme parfaitement égaux, chacun dans sa fonction, dans son ordre, dans sa spécificité. Oui, on nous parle toujours en écologie du fait de préserver la biodiversité, mais oui, à l'envers, on veut faire du même pour tout, quoi. Et oui, alors ça, c'est aussi quelque chose d'assez significatif et qui montre bien à quel point on est dans le monde du brouillage. Hein. C'est que d'un côté, on prône la diversité. Hein. Il faut des sociétés diversitaires. Hein. Des sociétés diversitaires, traduit en bon français, ça veut dire des sociétés où il y a de plus en plus d'immigrés. Et puis en même temps, on prône aussi la biodiversité, c'est très bien. Mais en réalité, on homogénéise toutes les sociétés, tous les peuples, toutes les cultures. Donc vous voyez, le mot diversité, il est employé, je dirais, à contre-emploi, et surtout d'une manière qui déroute les gens. Car là, si on veut protéger la diversité, il faut protéger la diversité génétique, la diversité animale, la diversité des paysages, la diversité des écosystèmes, également la diversité des peuples et des cultures. Quand on entend le président Vladimir Poutine dans ses discours dénoncer la culture occidentale comme étant satanique, est-ce que c'est ce monde du brouillage auquel il fait référence, comme vous le dites? Oui, totalement. Il suffit de lire ses interventions. Bon, le mot satanique, je le lui laisse parce que ça appartient à son langage, pas au mien. Mais je vois très bien ce qu'il veut dire par là. Mais vous savez, cette opinion de Vladimir Poutine, il ne faut pas s'y tromper, elle est partagée par les 2/3 de l'humanité aujourd'hui. Si l'Occident est de plus en plus discrédité à l'échelle mondiale, hein, et notamment, pour parler de la guerre d'Ukraine, si plus de des États représentant plus de 80% de la population mondiale préfèrent rester neutres, hein, n'approuvent pas forcément la Russie, mais se refusent à la condamner, c'est que lorsque Poutine dénonce l'Occident collectif et son caractère décadent, ces pays-là, ces populations sentent confusément qu'il n'a pas tort. Pour changer de sujet, on nous rabâche, l'un de Benoît dans les médias mainstream, que la colonisation était un crime contre l'humanité. C'était en tout cas le discours d'Emmanuel Macron lorsqu'il était en Algérie. Vous affirmez qu'au contraire, c'est la France ne s'est pas enrichie par la colonisation, mais l'inverse. Qu'est-ce que vous diriez à un décolonialiste pour l'en convaincre? Alors, je lui dirais pourquoi je l'affirme. C'est-à-dire qu'ils lisent les livres qui ont été écrits sur le sujet. Depuis les livres de Jacques Marseille jusqu'à ceux de Bernard Lugan, il y a des chiffres qui sont indiscutables. Les colonies... Ils vont vous dire que c'est des livres de blanc, tout ça? Oui, c'est possible. Mais je leur répondrai qu'ils sont écrits en noir. Donc voilà. Hein. Quand le débat tombe à ce niveau-là, il vaut mieux avoir un petit sourire. Non, je veux dire, les chiffres existent. Il est clair que la colonisation... qui a eu ses grandes heures et ses pages sombres, comme dans tous les pays, a beaucoup plus coûté à la métropole qu'elle ne lui a rapporté.
Ce qu'elle a fait simplement, c'est qu'elle a enrichi certaines sociétés, certains groupes privés, certains personnages, mais dans le monde du privé, il y a des gens qui, avec les phosphates de Tunisie, je ne sais quelle autre production, le caoutchouc, etc., ont fait de belles fortunes. Mais globalement, l'économie publique de la France a pâti de l'existence des colonies. Elle n'en a pas profité. On voit les minorités sans cesse demander affirmer en tout cas plus de revendications. Est-ce que la République est en mesure de régler ce problème des revendications communautaires aujourd'hui? La République n'est pas en mesure de les régler puisqu'elle ne les règle pas. C'est première observation. La deuxième, c'est que la République n'est pas habituée à traiter ce genre de problème. Dans le passé, elle a assimilé des individus, mais elle n'est jamais parvenue à assimiler vraiment des communautés. Et quant à ces communautés internes, intérieures, disparités, diversité régionale, elle a plutôt lutté contre elles. Ça a été d'ailleurs assez vite. Rappelez-vous qu'en 1789, la majorité de la population de la France ne parle tout simplement pas le français. Chacun son patois, quoi. Voilà. Ce qui ne les empêchait pas de se sentir français, mais ils étaient aussi provençaux, béarnais, bretons, etc. Donc la République ne me paraît pas du tout adaptée à cela. Et je constate surtout que les grandes proclamations universalistes sur les valeurs de la République ne sont entendues par personne. L'universalisme est aujourd'hui en crise sur toute la planète et la République est une figure de rhétorique qui n'en impose plus à personne. Alors justement, vous dites que la République ne règle pas ses revendications, mais à l'inverse, elle incite les minorités à revendiquer leur identité tout en disant à la majorité que si elles font pareil, elle est réac. Oui, mais surtout, lorsque vous refusez de reconnaître une certaine réalité, une certaine identité, vous êtes dans le déni de reconnaissance. Et le déni de reconnaissance ne fait pas disparaître ni les communautés revendicatives, ni les autres, simplement ça les radicalise. Et on arrive à des revendications convulsives, des affirmations grotesques, et ce nouvel antiracisme qui n'est en fait qu'un racisme en sens contraire. Cette hargne des indigénistes, des décoloniaux, elle est alimentée par qui, par quoi? Elle est alimentée essentiellement par les campus américains, car il faut bien le voir, comme bien d'autres choses, cette mode nous est arrivée d'outre-Atlantique. Donc ça a été repassé à la moulinette à la fois des problématiques sociétales américaines, du puritanisme américain et de tout un tas de choses donc qui n'ont strictement aucun équivalent dans le paysage français. C'est ce qui fait que le moulin tourne dans le vide en permettant aux gens de réciter des mantras qui ne correspondent absolument à rien. Elisabeth Badinter, la philosophe, vous la citez dans votre ouvrage, elle dit, pour elle, la solution au problème lié à l'identité, c'est le droit à l'indifférence. Oui. Vous en pensez quoi, vous? J'en pense que c'est une solution merveilleuse, c'est-à-dire c'est la solution par le bandeau qu'on se met soi-même sur les yeux. Je ne vois plus la chose, formidable, elle n'existe plus. Je suis indifférent. Il y a des différences? Ah, je ne veux pas le savoir. Je suis indifférent. On va où avec ce genre de raisonnement? Votre solution à quoi alors? À vous, c'est laquelle? Moi, je ne suis pas un praticien de la politique, je ne suis pas un acteur de la politique. J'essaye de voir le problème, de situer les enjeux, et puis lorsqu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas bien, de dire en quoi ça consiste. Vous n'êtes pas un politique, alors on va citer un philosophe comme vous, Rousseau, voyait le risque pour toute identité de dégénérer en amour-propre. C'est mal l'amour-propre? Attention, là on rentre dans l'histoire de la philosophie. Rousseau distingue très nettement l'amour-propre et l'amour de soi. L'amour de soi est légitime, l'amour-propre ne l'est pas. On va terminer cet entretien par vos propos, Alain de Benoît. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Nous et les autres, l'identité sans frontières. C'est sans fantasme. Sans fantasme, excusez-moi, c'est un lapsus, un mauvais lapsus. Freudian. Exactement.
édité aux éditions du Rocher et à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci à vous également.